Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Cheminade. Il est le fondateur du parti politique Solidarité et Progrès, candidat aux élections présidentielles de 1995. Là, j'ai une photo qui en témoigne. De l'époque. Oui, c'est ça, de 2012 aussi et de 2017. Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous donner votre regard sur les réformes économiques chinoises lancées par Deng Xiaoping, ancien président chinois il y a 40 ans. Ces réformes ont permis à un pays pauvre et isolé de devenir en quelques décennies la deuxième puissance économique mondiale. Alors, quels sont selon vous les faits marquants des 40 ans de réformes économiques de la Chine ? Alors, je voudrais commencer par une citation du général de Gaulle, Wow. qui, le 27 c'était janvier 1964, quand la France a reconnu la République populaire de Chine, disait « Il n'est pas exclu que la Chine redevienne, dans un siècle prochain, ce qu'elle fut pendant des siècles, la plus grande puissance de l'univers. » Voilà ce que disait de Gaulle, qui était un visionnaire. Exactement. Alors, on est en cours. Ce n'est pas encore réalisé, mais c'est en cours. Je pense que le monde bascule vers l'Asie, de façon plus générale. Alors, le regard, je crois, dépasse de très loin, l'horizon dépasse de très loin ces 40 ans. Il y a d'abord 5000 ans. 5000 ans, toute l'histoire de la Chine, quand elle a contribué au monde. Et en particulier, quelque chose ignoré sous le Song du Nord, quand il y a eu la plus grande révolution industrielle qui a précédé la grande révolution du 18e, 19e siècle. C'est en Chine que ça s'est produit. Et j'ai une particulière intérêt à voir ce qu'était la ville de Kaifeng, qui était une ville avec un développement extraordinaire. 1 million d'habitants, la ville la plus grande du monde. Ensuite, on passe à un horizon, je dirais, d'environ... allez, long, les 40 ans. Les 40 ans, 1949 et aujourd'hui. C'est ça. Ça, c'est l'histoire de la Chine avec... non, 1978, pardon, et aujourd'hui. 49, c'est l'année 49, de la fondation de la c'est la République de fondation de la Chine. Chine. On va fêter bientôt les 70 ans. Les 70 ans. Alors, l'horizon qu'a le président Xi Jinping, c'est 2050, 2049, 2050. C'est là qu'il y a les 100 ans. Il y a la vision de 100 ans. Donc, il dit qu'à ce moment-là, et j'ai la citation ici, que la Chine sera une économie prospère, démocratique, civilisée, harmonieuse, et ce que je préfère de tout dans ce qu'il dit, belle. Donc, ce sens esthétique de la contribution chinoise au monde. Et puis, il y a les 40 ans, 1978, 2018. Et ça, c'est la réforme et l'ouverture dont on parle maintenant. Mais cette réforme et cette ouverture se situent dans un contexte historique bien plus long. Et c'est Deng Xiaoping, bien sûr, mais Jiang Zemin, mais Hu Jintao et maintenant Xi Jinping. C'est toute une histoire là aussi qui a sa cohérence et sa dynamique. Donc il y a à la fois innovation et changement chaque fois, mais il n'y a pas rupture, il y a une continuité. Continuité dans quel sens ? La continuité dans le sens, on arrache dans la période récente, en 30 ans, alors moi je dirais 800 millions d'êtres humains à la misère, et on passe d'un revenu qui était de 171 ou 176 yuan, ça dépend selon l'évaluation, en 1978, à aujourd'hui 26 000 yuan, c'est-à-dire environ, je crois que c'est à peu près 80 000 dollars. Non, 8 000 dollars, pardon, c'est 8 000 dollars. Donc c'est énorme, c'est un changement complet. Dans le monde. Et d'ailleurs, la Chine possède la plus importante classe moyenne du monde. Et aujourd'hui, on l'évalue à plus de 300 millions de personnes. Et dans ce pays, il y a plus de gens branchés sur Internet que dans tous les pays du monde, la somme de tous les autres pays du monde. Donc, c'est une économie extrêmement avancée et où les paiements se font, comme on sait, non plus par argent liquide, mais se font par écran. Donc, c'est un pays très avancé dans les domaines. Alors là, on en vient à l'autre horizon du président Xi Jinping, le Made in China 2025, ce qui inquiète tellement et irrite les Américains, où c'est l'intelligence artificielle, une dizaine de secteurs où la Chine veut être très avancée. L'intelligence artificielle, le numérique en particulier, et tout ce qui concerne la robotique. Et là, la Chine, c'est dans le monde aujourd'hui la seule contrepartie aux GAFAM. Google, Apple, Facebook, Microsoft et les autres. Il n'y a que la Chine qui représente une alternative à cela. Et l'Europe a intérêt
s'inscrire, disons, dans une sorte de médiation entre ces deux choses et de participer au meilleur de chacune d'entre elles. Et le président Xi Jinping est l'objet de toute une critique vraiment que je dois ici condamner, qui est une critique médiocre et sans talent. On l'a vu dans le film sur Arte l'autre soir, où c'était Le Monde selon Xi, et on convoquait que des Anglais, des Américains, des ex-agents de la CIA pour témoigner sur la Chine. Donc c'est là qu'il y a une vision qui est biaisée, qui est fausse, alors que si on regarde ces derniers 40 ans, et si on regarde peu à peu la progression, elle est énorme. Et je crois que... C'est gigantesque. Hein. Gigantesque. Gigantesque. Moi, j'ai un ami français qui est arrivé à Kunming, en Chine, il y a 25 ans. Et il dit, quand je revenais en France à ce moment-là, je passais d'un pays qui était, disons, peu développé, qui était difficile. En quelque sorte. Et quand j'arrivais en France, je voyais un pays plus développé. Aujourd'hui, il me dit, je dois être honnête, quand je viens de Kunming, qui à l'époque avait à peine, je crois, 1 million d'habitants, maintenant il y en a 6 ou 7, et quand j'arrive en France maintenant, j'ai l'impression d'arriver chez une vieille tante de province. Voilà la façon dont il met les choses. La situation s'est inversée, selon lui. Elle s'est inversée, selon lui, pas en termes de niveau de vie. Le niveau de vie est encore supérieur en France. Mais en termes de dynamique, oui. Là-bas, il y a une dynamique qu'il n'y a plus en Europe et qu'il n'y a plus même aux États-Unis. Comment vous expliquez cette dynamique ? Alors, c'est la tradition de travail et la tradition historique de la Chine. C'est la tradition qui est revenue maintenant et qui était déjà, je pense, sous-jacente, mais qui aujourd'hui vient à la surface, toute cette tradition de l'histoire chinoise confucéenne. J'étais très frappé d'un petit livre que m'ont donné les journalistes chinois avec l'histoire des grands penseurs chinois, Confucius, Mencius et tous les autres. Donc il y a une histoire. Après, il y a Deng Xiaoping. Et Deng Xiaoping est un homme exceptionnel parce que c'est quelqu'un qui est devenu communiste en France. Il était à Montargis, du groupe de Montargis. Il a travaillé chez Schneider, il a travaillé à l'époque dans toutes les industries, chez Renault, et il a rencontré Zhou Enlai. Et tous ces hommes-là ont conçu le fondement d'un parti communiste chinois. Donc en France, je pense, notre histoire aussi est pour quelque chose. C'est quelque chose de très intéressant et qu'on ignore généralement en France. Pendant l'élection présidentielle, je suis allé en visite au musée de Montargis pour dire que des membres de la communauté chinoise en France étaient maltraités, donc on devait mieux traiter les membres de la communauté chinoise en France. Et en plus, il y a toute cette histoire de Montargis que les Français doivent connaître parce que c'est ce qui fait une proximité avec la Chine. Alors, c'est le Parti communiste, mais comme le dit aujourd'hui le président Xi Jinping lui-même, c'est le socialisme aux caractéristiques chinoises. Donc, il y a toute cette histoire. Et il y a aussi, je dirais, que la Chine a trouvé dans la Russie, au moment où elle se développait, dans l'Union soviétique, au moment où elle se développait, elle a trouvé des ressources industrielles qu'elle a su très bien prendre à son avantage. C'était dans les années 50. C'est dans les années 50. Oui. Et puis, on a envoyé, même sous Mao Zedong, on a envoyé énormément d'étudiants à l'étranger. Et ils ont ramené, c'est vrai, des connaissances, une science. Et il y a une histoire très peu connue, généralement, et qui est intéressante par rapport à aujourd'hui. C'est que le président Xi Jinping, quand il était encore... Je ne sais pas quelles étaient ses fonctions, mais il avait encore des fonctions, je crois, provinciales à ce moment-là. Il est allé aux États-Unis et il est allé dans l'Iowa. Et il a connu celui, Teddy Brandard, qui est actuellement l'ambassadeur des États-Unis en Chine. Donc ça peut arranger les choses dans une grande tension qu'on voit par ailleurs entre les États-Unis et la Chine. Évidemment. Donc il y a toute cette histoire que la Chine, on a dit pendant longtemps, a su assimiler des choses dans ce XXe siècle, dans ce début de ce XXIe siècle de l'Occident. Mais aujourd'hui, tous les gens que je connais disent elle assimile toujours des choses, mais elle est en avance dans beaucoup de secteurs. Alibaba est en avance, Tencent est en avance, Xiaomi est en avance, et Huawei. Oui. Et pourquoi les Américains ont peur ? Ils ont peur de Huawei, ils ont pris les mesures que vous savez, de rétorsion contre Huawei. Et de protectionnisme. Et tout ce qui s'est passé à Vancouver. Donc ces choses-là ne devraient pas se passer. Mais elles sont la preuve que la Chine est extrêmement avancée et qu'on la craint, à mon avis, à tort. Parce que la conception de la Chine, gagnant-gagnant,
évidemment, la Chine cherche à avoir un poids dans le monde, c'est normal pour un pays. Mais en même temps, elle sait qu'elle ne doit pas obtenir ce poids au détriment des autres pays. Et elle ne doit pas imposer son système aux autres, et les autres non plus ne doivent pas imposer leur système à elle. Donc ça a été dit très clairement. Et je voudrais ajouter une chose, mais je ne sais pas si c'est le moment où on peut en parler, c'est les pièges. Alors, les pièges, le premier piège, c'est, je ne sais pas, dont parlent tous les Américains, c'est le fameux piège de Thucydide. Vous savez, Thucydide, dans la période des guerres du Péloponnèse, dit qu'Athènes et Sparte se sont entredétruites parce que la puissance dominante avait peur de la puissance ascendante. Aujourd'hui, les Chinois... Et les deux ne peuvent pas coexister, c'est ça, hein? Et les deux ne pouvaient pas exister. Coexister. Il y en a toujours une qui doit dominer l'autre. C'est le mot d'ailleurs de Tianxia, la coexistence. Hein. C'est basé sur ça, Tianxia. Tout ce qui est sous le ciel peut être intégré dans un certain ordre. Ça, c'est une vision chinoise des choses. Et très nécessaire au nouvel ordre mondial qui vient. Alors, pour revenir à ce piège de Thucydide, les Chinois l'ont très bien compris. Et je pense que le gouvernement agit avec beaucoup de prudence, de sobriété face, je dirais, aux incartades et aux foucades du président Trump. Et il le voit avec calme, détermination et sobriété. Ça, c'est une chose. Alors, comment l'éviter pour les Chinois? Alors, c'est possible? Oui, je pense que c'est possible à un certain nombre de conditions. Allez-y. Je pense qu'il y a les relations personnelles entre Trump et Xi. Elles ne sont pas mauvaises, hein, les relations. On l'a vu à Buenos Aires, non, elles sont bonnes. À en croire Donald Trump. Hein. Mais c'est vrai, je pense qu'il a une certaine intention. Peut-être qu'il ne voit pas très bien comment la mettre en place, ça c'est une autre question, mais il a une certaine intention. Mais il est entouré de gens comme Peter Navarro ou Lighthizer, qui sont deux va-t-en-guerre, eux. Alors Trump est différent. Qu'est-ce qui se passera aux États-Unis? Je ne sais pas. Mais ça dépend de l'influence qu'on peut avoir autour de Trump. Nos amis américains, mes amis américains, combattent pour qu'on arrive à un accord, un nouveau Bretton Woods, ils l'appellent, des 4 grandes puissances du monde, qui sont la Chine, l'Inde, les États-Unis et la Russie, dans laquelle la France pourrait jouer un rôle de catalyseur, de médiateur, voire d'inspirateur. Qu'elle ne le joue pas est le problème aujourd'hui de la France. Et moi, je voudrais qu'elle joue ce rôle-là. Alors, il y a le piège de Thucydide, mais il y a aussi un autre piège. Le piège de Thucydide, c'est que la Chine soit trop forte ou utilise trop ou fasse trop recours à sa force. Mais il y a un autre piège, c'est le piège de Klingelberger. Ça, c'est l'autre piège qu'on connaît moins. C'est le piège d'une Chine qui serait trop faible. Elle ne doit pas être trop faible. Et Xi Jinping l'a compris dans la façon dont il montre qu'il tient à jouer un rôle déterminant dans l'histoire du monde, et il a raison. Donc, ni trop faible, ni trop fort. Et ça, c'est la clé d'une coexistence pacifique, dans laquelle la Chine, ni trop faible, ni trop forte, pourra être cependant inspiratrice dans ce qu'elle fera de meilleur. Et c'est le troisième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le piège de nouvelle guerre froide. Alors, du côté américain, on semble pour l'instant s'en rapprocher. Je crois que du côté chinois, on arrive très bien à faire ce qu'on peut pour maîtriser la situation. Alors là, ça dépendra de la France, là, ça dépendra de l'Europe, et ça dépend de tous les pays qui peuvent jouer un rôle entre la Chine et les États-Unis pour aller vers cet accord d'un nouveau système monétaire et financier international. Alors il y a une chose que je voudrais dire pour finir cette partie de ce que j'ai à dire, c'est qu'on attaque la Chine pour un système autoritaire, pour un système qui prend des décisions parfois, disons, assez fortes vis-à-vis de ses concitoyens, etc., etc. Bien. Ce qu'on ne voit pas, c'est que la Chine est menacée et qu'il y a des propos de Navarro, de Lighthizer et des Anglais. Et il y a un rapport de la Chambre, du comité de la Chambre des Lords anglaise qui vient de paraître là hier sur les affaires, le comité de la Chambre des Lords sur les affaires étrangères, sur les affaires extérieures, qui vient de dire l'adversaire c'est la Chine, il faut la remettre à la raison. Il y a un côté, de ce côté-là, du côté anglo-américain, comme je l'appelle, qui exige que la Chine prenne des mesures pour se défendre. Et elle le fait, et elle a raison. Mais ce côté-là aussi n'est pas entièrement dominant dans les pays occidentaux, il y a des chances qu'on puisse changer les choses. Alors, évidemment, ça suppose d'avoir une politique qui soit digne des paroles qu'a prononcées
Emmanuel Macron à Xi'an, quand il a dit « la France et la Chine doivent rêver ensemble, j'accueille favorablement les efforts de la Chine en Afrique ». Mais des paroles aux faits, il y a loin. Et aujourd'hui, on a vu que dans beaucoup de domaines, avec ce gouvernement français, il y a loin des paroles aux faits. Donc on doit venir à une situation où ce gouvernement agit conformément à ce qu'il dit. Et ça, c'est le défi pour nous en Europe, et c'est le défi probablement pour la paix du monde. À votre avis, est-ce que la France est capable de relever ce défi? Alors, je dirais dans les apparences, non. Dans la réalité, oui. C'est-à-dire, ça dépend de l'attention qu'on mettra à voir ce que pense dans ses couches les plus profondes le peuple français. Et on peut l'appeler une révolte, je pense. Moi, je l'appelle un ferment de grève de masse des Gilets jaunes, mais une pression qui peut être très intéressante pour qu'on change vraiment les choses. C'est-à-dire que la France n'est plus un système où la priorité, dans lequel elle s'est laissée enfermer, dans lequel la priorité, c'est le court terme, c'est le monde de l'argent, comme disait le général de Gaulle, c'est la finance, la tutelle financière de la City et de Wall Street. Là, avec cette pression, peut-être quelqu'un aura l'esprit assez décisif et sera suivi, ou peut-être plusieurs personnes, pour sortir de cet ordre-là et passer à un ordre qui soit, lui, de développement mutuel, comme je l'appelle, gagnant-gagnant, diraient les Chinois, un ordre qui permette au monde de trouver les chemins de la paix et de la coexistence. En tout cas, on le souhaite à la France. Alors, il y a une chose qu'on ne sait pas, même en Chine. Oui, allez-y. C'est que la pensée de Confucius a eu une très grande influence en France, au XVIIIe siècle. Et qu'il y a des choses qui sont encore imprégnées de cette pensée. Malheureusement, les excès de la Révolution française ont été contraires au principe confucéen qui a inspiré la Révolution française, en partie du moins. Donc, ce que dit Confucius, moi j'aime beaucoup cette citation, nous avons publié un livre qui s'appelle « Les nouvelles routes de la soie, pont terrestre mondial, pour en finir avec la géopolitique ». Ça veut dire en finir... On va le montrer là devant l'objectif. On va le montrer. Oui. Je laisse. Voilà. Alors, les nouvelles routes de la soie, pont terrestre mondial. Et pour en finir avec la géopolitique. C'est vous qui l'avez rédigé Non, c'est pas moi qui l'ai rédigé, c'est à plusieurs mains. Quelque chose d'aussi oui. lourd ne peut être rédigé qu'à plusieurs mains. Publié par l'Institut Schiller. Voilà. Et moi, j'ai rédigé quelque chose sur Tianxia et sur le système de financement chinois, parce qu'on l'ignore. Il y a les banques, il y a une agence de notation, Dagang, il y a le marché de l'or à Shanghai, qui est maintenant même en yuan. Il y a le nouveau système de paiement qui n'est pas encore tout à fait en place, mais qui le sera bientôt pour disons, en parallèle ou peut-être pour se substituer à SWIFT. Donc il y a tout un système derrière les nouvelles routes de la soie, qui est un système très cohérent et qui vise pas du tout à imposer l'empire chinois dans le monde, comme dirait, mais à créer d'abord l'alternative et ensuite un ordre dans lequel chacun y trouvera sa part. Alors ça, c'est Tianxia, c'est ce que dit, et je le prononcerai tellement mal... Zhao Tianyang, c'est ça? Oui, Zhao Tianyang. Oui. Où il dit, le système Tianxia n'est pas un fantasme idéaliste, il ne promet pas le bonheur à tous, il n'est qu'un système qui pourrait garantir la paix et la sécurité, et le point crucial de ces arrangements consiste à rendre infructueuses les stratégies de concurrence ou d'hostilité. Plus exactement, il rend infructueux tout acte cherchant à détruire autrui, de sorte à garantir que la coexistence devienne la condition de l'existence. Plus simplement, le système Tianxia recherche un ordre mondial d'existence qui a pour principe la coexistence. Vous avez une vision globale des choses. Maintenant, on revient toujours aux réformes économiques chinoises. À votre avis, quels sont leurs impacts sur les relations franco-chinoises? Alors, je pense que ces réformes économiques peuvent avoir un impact extrêmement prometteur. Parce que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit qu'il y a un pouvoir centralisé en Chine, et il y a un parti communiste qui organise ce pouvoir centralisé. Mais en même temps, il y a une autonomie au niveau des entreprises et il y a une autonomie au niveau des régions. Ce n'est pas la caricature d'un ordre total qu'on dépeint parfois, comme dans ce programme d'Arte, dans les pays occidentaux. Donc là, il y a des coopérations. Il y a des coopérations. Je crois qu'il y a... on arrive presque à plus de 100 collectivités territoriales françaises qui ont des accords avec des collectivités territoriales chinoises. Donc il y a cet ordre-là. Puis très au-dessus,
vous avez le centre de retraitement des déchets nucléaires qui va être fait entre la France et la Chine. C'est quand même 23 milliards de dollars. C'est autant que les Trois Gorges. C'est énorme. Il y a les Airbus, les 184 Airbus achetés par la Chine au cours du voyage de Emmanuel Macron en Chine. Il y a tout un au-dessus. Et puis, il y a toute la coopération possible dans un domaine qui est le problème de la Chine, qui est la pollution, où là, la France a des entreprises, Suez, Valeo ou d'autres, qui peuvent apporter beaucoup à la Chine. Donc, on a les bases d'une coopération. Alors, tout le monde vous dira, mais oui, mais malgré ces réformes, ou peut-être à cause d'elles, la France a 30 milliards de dollars de déficit dans les échanges avec la Chine. Bien, mais la France a 33 milliards à peu près, peut-être 35 aujourd'hui, c'est mes statistiques datent d'il y a 1 an et demi, d'investissement en Chine. Donc il y a un échange, il y a un échange. Et ça peut marcher. C'est ce qu'on oublie de rappeler d'ailleurs. Oui, absolument. Les Français investissent beaucoup plus que les Chinois n'investissent en France. Les investissements chinois en France, ça doit être à peu près 7 milliards, je pense. De l'ordre de 7 à 9 milliards à peu près. Un peu plus aujourd'hui. Ouais. Et en France, c'est 33, donc c'est beaucoup plus. C'est déséquilibré en termes d'investissement en faveur des sociétés françaises et déséquilibré en termes de commerce en faveur de la Chine. Et alors, c'est intéressant de voir ce qui est surtout importé de la Chine. Ce qu'on importe de la Chine, c'est tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est télécommunication et tout ce qui est aussi habillement. Mais c'est des domaines de plus en plus de technologies avancées. C'est pas comme on croyait, la Chine, atelier du monde, produisant les produits. Ça, c'est presque non. terminé. C'est derrière nous. Hein. Oui, oui. C'est derrière nous. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit à juste titre, la Chine, ce n'est plus un pays de production, c'est un pays d'inspiration. Oui. En matière de design, par exemple. C'est ça, Made in China 2025, c'est ça. Exactement. Alors, c'est ce que craignent certains Américains qui ont l'esprit de compétition est mal tourné et qui ont très peur que leur prééminence soit contestée. Alors, il y a un chiffre lorsqu'on dit les Chinois vont en guerre, devenus quelques gens qui veulent s'imposer, tout ça, il y a combien de bases militaires chinoises à l'étranger? Très, très peu. Hein. De Djibouti. À Djibouti, oui. Et il y en a une autre, j'ai oublié où. Du Pakistan, je ne me souviens plus exactement. Au Pakistan, il y en a une, mais c'est celle-là. Mais les Américains en ont 700. Donc, les Américains dépensent 716 milliards de dépenses militaires par an. Les Chinois, à peine 200, si on prend tout. Hein. Donc, la différence, elle n'est pas là où on le dit, souvent dans les pays occidentaux. Vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Alors, tout à l'heure, vous avez replacé les 40 ans de réformes économiques chinoises dans la longue histoire chinoise. Maintenant, on essaie de se projeter dans le futur. Est-ce qu'on peut dire que l'initiative chinoise, les nouvelles routes de la soie, constitue le prolongement des 40 ans de réformes économiques chinoises? Oui, on peut le dire, mais à l'échelle du monde, cette fois. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'à l'échelle de la Chine, on a voulu faire un développement qui a été, dans une certaine mesure, comme tout développement au début, créateur de certaines inégalités. Mais très peu. Au contraire, tout le monde a pu avancer. Moi, j'ai un ami qui a écrit un livre et il dit, voilà, il a assisté à un mariage. Il y a les jeunes mariés qui sont habillés à la mode, parfaitement. Les parents qui ont le visage buriné, qui ont travaillé dans les champs. Et les grands-parents qui sont pauvres, qui avaient perdu même des dents, qui étaient un peu de ce Chine où on travaillait énormément et de façon très dure. Donc là, on voit dans ces 3 générations un changement vraiment extraordinaire qu'on n'avait peut-être jamais vu nulle part dans l'histoire aussi vite. Donc ça, c'est... Et dans l'avenir, on voit l'intelligence artificielle, et c'est le grand défi, l'intelligence artificielle numérique et la robotique. Qu'est-ce qu'on en fera? Ça peut être très dangereux, parce que c'est destructeur d'emplois qui existent. Donc il faut en créer de nouveaux, reliés à ça. Il faut créer quelque chose de physique qui corresponde dans l'univers à ça. Pour moi, c'est toutes les technologies, les usines du futur, l'espace, la mer, le développement de l'Afrique. Je crois que la Chine a un sens très intéressant du développement de l'Afrique. On dit qu'ils veulent s'emparer de positions en Afrique, ils veulent les enchaîner par la dette, etc. Tout ça est faux. Peut-être il y a certaines conséquences, comme dans tout développement, qui rendent les choses, disons, à examiner, à revoir constamment. Mais il y a un fait, c'est que
par exemple, entre Mombasa et Nairobi, puis ça ira plus à l'intérieur de la Chine. Par exemple, entre Addis Abeba et Djibouti. Les Chinois ont fait des constructions ferroviaires, des transports de grande vitesse ferroviaire, enfin de moyenne vitesse ferroviaire, que personne n'avait fait avant eux. Et McKinsey lui-même, dans un rapport, qui ne peut pas être suspect de biais ou de parti pris, ils ont dit, là, 89% de la main-d'œuvre est chinoise, et 11% est chinoise et 89% est africaine, et ils ont été formés. Donc, évidemment, ce n'est pas une chose qui se passe bien en 24 heures ou en 48 heures, mais c'est un processus, une dynamique qui est très importante pour le monde. Et vous avez fondé le parti Solidarité et Progrès. Est-ce que votre parti travaille avec la Chine? Alors là, ce parti est proche de quelque chose qui s'appelle l'Institut Schiller, qui a écrit « La nouvelle route de la soie, pont terrestre mondial ». Donc là, oui, nous avons travaillé avec la Chine, nous avons même amené des éléments. Et Madame Larouche, qui est la présidente internationale de l'Institut Schiller, El Gazep Larouche, était en Chine en 1996. Et là, elle a dit, il faut retracer de nouvelles routes de la soie. Elle a été la première personne qui est non chinoise qui ait parlé de ça. Et elle s'est opposée aux Anglais qui disaient non, disait Lionel Britton, qui était un ministre de Margaret Thatcher, qui disait la Chine doit rester à l'atelier du monde avec des salaires compétitifs, etc. Et El Gazep Larouche dit non, les nouvelles routes de la soie, c'est une hausse du niveau de vie partout, et une hausse de la qualité du travail et de la formation des travailleurs. C'est ce qui est arrivé en Chine, et je pense que la Chine, voyant que ce modèle a réussi, avec certaines formes, bien sûr, autoritaires et qui étaient nécessaires, maintenant, elle veut que s'en inspire, pas le copie, que s'en inspire des pays en Afrique ou en Amérique du Sud. Evo Morales, par exemple, le dirigeant de Bolivie, est très intéressé par ces projets. Donc nous avons travaillé avec des gens en Amérique du Sud qui s'intéressent à ces projets chinois, des gens en Afrique qui s'intéressent à ces projets chinois. Donc directement ou indirectement, nous avons participé à cela. Moi-même, dès 1995, j'ai parlé politiquement, plus directement politiquement, de la nécessité d'un lien dans l'Eurasie, que j'appelais à l'époque, c'est le texte que vous avez montré, la nouvelle route de la soie. Donc pourquoi? Parce que cette nouvelle route de la soie donne le sens d'un moment de l'histoire où il y avait un développement mutuel entre l'Asie et l'Europe. Et que cela doit être rétabli, mais cette fois à l'échelle du monde. Et nous disons, cette nouvelle route de la soie, et je pense que les dirigeants chinois ont la même perspective, devrait aboutir à un pont terrestre mondial. Merci beaucoup de votre analyse. Merci. À très bientôt. À très bientôt, merci.